heureux de vous retrouver, fidèles amis de l'émission L'autre journal. Aujourd'hui, nous avons reçu quelqu'un pour vous dans cette émission. Il est l'ex-président de la communauté suisse, de la communauté togolaise en Suisse. Aujourd'hui, président fondateur de l'ONG CATD. Il est de passage à Lomé, c'est un Togolais de la diaspora, de passage à Lomé pour ses vacances. Il a bien voulu lui rendre visite, nous l'avons invité, il a accepté notre invitation. Il veut discuter un peu avec nous sur l'actualité sociopolitique de notre pays, de la vie des Togolais en Suisse et dans la diaspora en général. Monsieur Kossi Oyono Dagbenyon, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans l'émission L'autre journal. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous suivez cette émission depuis chez vous en Suisse? Comment vous trouvez l'émission? Bon, vous savez que la diaspora est très lésée en matière de communication, c'est-à-dire pour que nous puissions recevoir les informations depuis nos pays. Si vous voyez bien la TV5 qui diffuse l'actualité africaine au-delà de minuit, d'ailleurs. Donc voilà. Je dirais que ce sont vos émissions-là qui nous permettent d'être connectés à nos pays d'origine. C'est pourquoi, en passant ici, je suis venu pour vous rendre hommage, pour vous tirer le chapeau pour le travail que vous abattez sur le terrain. Et vous faites en sorte que l'information devienne une arme pour la libération de notre continent. Merci beaucoup. Et vous avez été président de la communauté togolaise en Suisse. Que faites-vous dans cette organisation? Bon, je pense que la diaspora est multiforme et aussi vaste. Donc, si je me focalise sur la Suisse, la plupart des Togolais à l'extérieur sont composés par des citoyens qui ont fui la mort pour pouvoir retrouver un pays d'accueil. Vous comprenez? C'est ça qui fait que de temps en temps, quand nous sommes interpellés par des événements fâcheux qui se passent au Togo, nous nous retrouvions en communauté pour pouvoir définir et identifier aussi les appuis qu'on peut apporter à la masse populaire pour atteindre ses objectifs. Donc du coup, je dirais que l'événement qui a permis à ce que on puisse mettre en place une communauté togolaise en Suisse dernièrement, c'est tout l'événement de 2017 qui a été le sursaut emblématique du mouvement PNP. Donc quand on a vu ça et qu'on a vu que le peuple voulait vraiment arracher sa libération, nous nous sommes constitués en communauté dynamique pour apporter notre pierre à l'édifice. Mais peine perdue, la lutte n'a pas abouti. Et je passe aussi pour exprimer la déception de la diaspora face à tout ce qui a été fait pour que la libération dans notre pays soit encore hypothéquée et d'où la lutte continue. Aujourd'hui, on constate une certaine léthargie sur le plan national. Je veux parler de la lutte politique, le combat politique que les populations togolaises mènent depuis 1990. Et à la diaspora, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pendant ce temps qu'on peut qualifier de temps mort aujourd'hui? Bon, la triste réalité, c'est que chaque fois nous constatons ce vide politique. Vous voyez, du coup, quand moi j'ai été président de la communauté, je pense que une fois que on a vu que la lutte a été désorientée, je dirais que les esprits très avisés ont quitté la communauté. Du coup, j'ai dû assumer une transition. Vous voyez, le temps pour que on voie jusqu'où finalement les Togolais peuvent amener cette lutte. Et je dirais que je suis comme ex-président et aujourd'hui il y a un nouveau président. Donc après cette transition, il y a une restructuration qui est en train de se faire surtout en Suisse où je dirais les esprits visionnaires sont à l'œuvre. Mais ici je ne peux pas déballer les moyens ou bien
les objectifs de cette restructuration, d'autant puisque ça vient de commencer. Voilà. Merci beaucoup. Et on a toujours reproché à la diaspora togolaise d'être un peu divisée. Il y a des guéguerres, des petits querelles de personnes au sein de la diaspora togolaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les Togolais qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, de se réunir, de former un bloc pour aider ceux qui sont sur le terrain pour réussir cette lutte? Bon, et vous savez bien que si je prends le cas du Togo, quand on parle de la diaspora, je l'ai bien dit tout à l'heure que c'est multiforme, vous comprenez. Donc, avant les années 90, la diaspora a été constituée par des Africains que je pourrais nommer économiques. Vous comprenez. Les gens allaient pour se chercher. Et nous savons bien qu'au Togo, avant les années 90, l'Allemagne, par exemple, ne demandait pas de visa pour les Togolais. Mais les Togolais n'y vont pas. Donc, il y avait nos frères ghanéens, nigériens qui venaient ici, faisaient le passeport togolais et allaient là-bas. Donc, après 90, où le vent de la démocratie a échoué, c'est à ce moment que l'Allemagne avait fermé aussi ses frontières et demandé des visas. Mais je dirais que c'est à ce moment qu'on va retrouver dans la diaspora des Africains avisés, des Africains qui savent quand même analyser, vous voyez, l'aspect politique et autres. Je voulais dire des Africains, voilà, qui ont la possibilité de contribuer au développement de leurs États qui se retrouvent maintenant dans la diaspora. Vous voyez. Donc, ces Africains aussi ont pris du temps parce que qu'est-ce qui nous a été caché? C'est la connaissance africaine nous a été cachée beaucoup. Et c'est tout récemment que les réseaux sociaux révèlent aujourd'hui ce que nous fûmes il y a très longtemps, qui a été thématisé par, ou bien l'apothéose c'était l'Égypte ancienne, que nous redécouvrons aujourd'hui. Donc le travail à faire devient très récent, vous voyez, pour permettre à l'Africain de se retrouver au centre même du monde, vous comprenez. C'est-à-dire de rejouer le rôle qu'il avait joué par le passé, vous voyez. Donc le travail est en train de faire, et c'est l'élan panafricaniste que nous voyons aujourd'hui à travers des activistes comme Kémy Sébar, comme Kalala Omontoudé, comme Kofi Gomez, tout ça là. Donc ça prendra du temps. Maintenant, si je reviens vraiment à votre question, c'est une triste réalité, parce qu'à la diaspora, les Togolais ont transporté les guéguerres et les divisions qui règnent ici, là-bas. Et vous comprenez. Donc, quelque part, la diaspora ou bien l'Europe ou l'Occident est devenu pour l'Africain comme un paradis. Et comme c'est dit dans la Bible, au paradis, il n'y a ni femme ni homme, tout le monde est égal, vous comprenez. Donc là-bas, nous sommes tous égaux. Donc celui qui ne peut pas, celui qui, je dirais, parce qu'il est dans la diaspora, mais qui ne peut pas analyser même l'aspect politique, se dit capable de le faire. Vous comprenez? Donc, nous, à la diaspora, nous avons plus de problèmes que vous ici. Ici, les gens se dégagent. On a des leaders, on comprend que lui, il est professeur, là-bas, c'est tout le monde qui est leader, professeur, et tout ça là complique l'affaire pour la diaspora. Merci beaucoup. Vous êtes revenu au Togo, au pays, pour voir les vôtres. Quelle impression vous avez quand vous êtes arrivé au Togo, à Lomé? Qu'est-ce que vous avez constaté dans le pays? Bon, moi j'ai constaté un calme. Un calme? Ouais, il y a un calme. Quand je reviens toujours, il y a un calme au Togo. Seulement que dans l'analyse profonde... De calme? Oui. De paix? De paix ou de calme? On se demande, on voit qu'il y a un calme, il y a une paix, les gens sont là, on ne sent pas que les gens ont des problèmes. Sauf que c'est dans les discussions individuelles que nous voyons qu'effectivement le Togolais est délaissé et que le Togolais a un sérieux problème. Vous comprenez? Donc c'est là où on se pose des questions sur pourquoi ce pays de temps en temps présente une figure de calme, de paix, alors que voilà, tout le monde crie qu'il y a la galère, qu'il y a des problèmes,
Et nous lisons tout ce que les journaux relaient, vous comprenez. Parce que sous d'autres cieux, franchement, ça ne devait pas être cette calme, donc c'est un calme trompeur. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes également le président fondateur de l'ONG CADD. Qu'est-ce que vous faites dans cette ONG-là? C'est une ONG que j'ai créée en 2013 en Suisse, qui, sur le plan international, accueille les Africains. Donc, on essaie de les intégrer, de leur fournir des outils pour pouvoir faire face aux problématiques de l'Europe. Vous comprenez? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, il y a des phénomènes, par exemple, du racisme qu'on ne sent pas, mais tout de suite, quand tu arrives en Europe, mon Dieu, tu te demandes d'où tu es tombé, quoi, vous comprenez? Donc, l'Europe est minée de ce phénomène racial. Donc, du coup, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, vous comprenez, de faire face à un tel phénomène. Donc, nous travaillons là-dessus pour sensibiliser le grand public et aussi pour fournir des outils aux Africains que nous sommes, qu'on nous appelle des victimes, afin que nous ne devenions pas des accusés un jour. Vous êtes sans savoir que plus tu subis des discriminations, après, si tu ne sais pas faire, c'est toi qui deviens à ton tour l'accusé. Vous comprenez? Donc, on fait ce travail là-bas. Et puis, on a des sections au Togo et au Burkina Faso où nous relayons certaines problématiques liées au sous-développement à l'international, par exemple à l'ONU. Et puis nous travaillons aussi beaucoup dans le domaine des droits de l'homme où nous avons des partenaires ici comme Acidito et d'autres structures avec qui nous travaillons sur les rapports, sur l'état de droit au Togo. Et nous contribuons à ça. Notre objectif, c'est qu'un jour, on puisse avoir un état de droit au Togo. Voilà. Et une petite statistique, combien de Togolais, combien d'Africains vous avez pu aider avec votre ONG? Il y en a tellement beaucoup. Parce que je suis dans un centre où, je dirais, c'est quand je suis arrivé, même en Europe, en Suisse, et à travers mon activité, que je me sens vraiment africain et panafricain. Parce que vous savez, ici, le pauvre Togolais, jusqu'à l'université, des fois ne connaissent même pas Accra ici, ni Cotonou, où est l'argent pour aller en vacances, tout ça là. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, voilà, nous sommes tous, on se sent vraiment en communauté et je dirais que le nombre est colossal. Voilà, parce que vous savez que le phénomène migratoire, vous lisez les choses, vous voyez comment les gens traversent la Méditerranée pour arriver en Europe. Donc, c'est un chiffre très élevé que nous essayons de fournir quand même aux autorités, afin que nous puissions porter main forte à notre communauté. Parce que là-bas, ce ne sont pas les Blancs qui doivent s'occuper de nos frères. Vous voyez, quand eux ils le font à but lucratif parce qu'ils sont payés, mais nous ne le faisons pas avec cœur, parce que nous nous identifions à nos frères et nous les portons secours. Voilà. Et comme vous faites aussi dans les droits de l'homme, quand on vous dit, on vous demande aujourd'hui de présenter le Togo en matière de droits de l'homme, que diriez-vous? Bon, le Togo, étant donné qu'il n'y a pas la stabilité politique et que le Togo est connoté d'un État dictatorial, vous comprenez. Donc, d'office, la question des droits de l'homme se pose, vous comprenez. Et puis nous lisons les rapports. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prisonniers politiques qui sont dans le GIOL. Donc, le Togo, je dirais, est mal vu à l'international et ça ne fait pas la fierté du Togolais, vous comprenez. Donc, du coup, c'est ça même qui est l'élément déclencheur pour moi d'avoir créé cette structure pour militer pour les droits de l'homme. L'idéal, voilà, c'est que voilà, on puisse retrouver nos sociétés d'antan, vous comprenez. Parce que quand on parle de droits de l'homme, c'est un terme occidental, vous comprenez. Parce que dans nos coutumes, c'était difficile de parler de droits de l'homme, vous comprenez. C'est le phénomène du système républicain qui a créé ça.
Ouais. Souvent, nous écoutions les journalistes, les gens, on utilise les mots qui, par le passé, n'avaient pas leur sens dans la culture africaine. La République n'existait pas, vous comprenez. Donc, droits de l'homme, d'autres notions, tout ça n'existait pas. Donc, ce sont ces notions que, tant que l'Africain continue par pérenniser ces notions, voilà, il y a d'autres notions qui vont s'inculquer à nous. D'où ces questions de droits de l'homme qui posent problème. Ouais. Donc, dans le temps, s'il y a un problème, c'est autour du baobab, on règle ça avant la tombée de la nuit, ou bien très tôt le matin, vous comprenez. Donc, c'est Aimé Césaire qui disait que en Afrique, il faut refaire il faut défaire, excusez-moi, ce qui a été refait. Vous comprenez. Donc, nos cultures, nos systèmes datant ont été bouleversés. D'où, moi, mon analyse personnelle, c'est que nos pères des indépendances ont eu tort, après avoir eu des indépendances, de pérenniser le système impérialiste des Occidentaux. Vous voyez. Donc, je sais que c'est ce problème que nous souffrons en Afrique. Ouais. Donc, au lieu de chercher à refaire le système qui a permis à nos grands-parents d'exister, d'avoir permis la vie sur Terre. Vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Si ce système était défectueux, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aura des blancs, des jaunes, des trucs là. Vous comprenez? Et on a vu tout ce qui a été fait en Égypte antique. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc notre lutte, quand nous parlons de démocratie, ce n'est pas la démocratie à l'occidentale, mais c'est la démocratie qui a permis, qui a fondé nos sociétés datant. D'où la question du panafricanisme, parce que le panafricanisme nous appelle au retour aux valeurs ancestrales. Vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, notre travail concourt à ça. Et tant que nous allons continuer par le système républicain, je pense que toutes ces questions où on aura les prisonniers politiques. Moi, mon grand-père ne sait pas ce que c'est qu'un prisonnier politique. Ouais. Donc, on a accepté des notions, des choses qui n'ont rien à voir avec l'Africain, et c'est tout ça là qui nous pose des problèmes. Ouais. Donc, nous, notre lutte, c'était ça, de retourner, de retrouver les valeurs africaines pour pouvoir renaître l'Afrique d'antan. Et nous combattons le système républicain. Moi, je ne suis pas dedans. Raison pour laquelle, pour que le Togo, par exemple, puisse se libérer, soit le gouvernement que nous taxons de dictateur devient un vrai panafricain, qui permet la renaissance de nos valeurs, soit l'opposition, ça n'a jamais, ce n'est pas une notion africaine. Pourquoi même? Soit c'est l'opposition que le peuple change sa mentalité de lutte. 30 ans de lutte ici, on n'a fait que des morts. Vous comprenez? Alors que si on veut vraiment faire en sorte que l'Afrique renaisse, on aurait pu mener une lutte, pour que le régime devienne panafricain. Parce que au moment où le régime devient panafricain, c'est quoi? C'est la fin de l'impérialisme. Vous comprenez? C'est la fin de l'impérialisme. Mais, moi je trouve que nous menons des luttes qui ne sont pas vraies, des luttes qui nous désorientent. Et voilà, c'est le lot des morts, des blessés, des orphelins, des handicapés. Et ça, c'est le système barbare des Occidentaux. Parce que les Occidentaux ont passé par là. Pourquoi nous aussi nous devons passer par là alors que nos grands-parents ont thématisé d'autres démocraties par le passé? Ouais, donc l'Africain, le paradoxe c'est que c'est aujourd'hui que l'Africain se redécouvre ce qu'il fut dans le passé. Ouais, donc ça va prendre un peu du temps. Donc le miracle se produit, parce que c'est ce qu'on a constaté hier. Comment dit-on? En Guinée, ce n'est pas l'opposition qui a changé ça. Vous voyez, donc c'est quelqu'un, ce commandant qui a pris sa responsabilité. Et ce n'est pas la joie dans tout cela, ce n'est pas de voir Alpha Condé arrêté ou tout ça, c'est le discours de ce commandant. Et vous voyez que c'est un discours panafricain. Ça veut dire que c'est le travail des panafricanistes, des grands panafricains,
qui va libérer le continent africain. C'est quand on va comprendre qui nous sommes que nous allons opérer le changement. Voilà. Et bien sûr, c'est ce qui nous manque aussi au Togo. Ça, c'est clair. Véritablement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le peuple togolais aspire à l'alternance, mais comment faire pour avoir cette alternance-là? C'est ce chemin-là que nous sommes depuis 30 ans. Moi, je pense que pour avoir l'alternance, sur le plan de l'impérialisme, c'est-à-dire sur le plan républicain, on a échoué. Mais il y a des choses qui ont été thématisées. Si vous lisez des livres d'Edem Kodjo, des grandes pensées de Agbouibo, tout ça, ils ont thématisé comment il faut faire, mais ils ont échoué. Vous comprenez? Donc, pour avoir l'alternance, moi, je peux nous retourner toujours à l'orientation panafricaine. Vous comprenez? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Nous étions des peuples. Aujourd'hui, apparemment, au Togo, on a 44 ethnies ou peuples comme ça, ou plus, ethnie, vous comprenez? Donc, ces peuples, par le passé, ont vécu ensemble. Vous voyez? Et les peuples-là avaient leur constitution, la manière de se nourrir, la manière de se marier, tout ça là, vous comprenez? Donc tout ça là a été surplombé par le système républicain. Vous voyez? Donc pour avoir une vraie alternance au Togo, c'est qu'il faut lutter pour une vraie décentralisation très dynamique. Ça, on a constaté. Le système suisse, par exemple, vous comprenez? La Suisse, c'est un pays, mais chaque État est souverain. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas un système républicain qui dicte la loi à d'autres. Vous comprenez? Donc, en parlant de la décentralisation dynamique, c'est, par exemple, laisser les Akosho eux-mêmes avoir leur constitution, la manière de vivre et décider de l'avenir de leurs enfants, de leur richesse. Vous comprenez? Les Kabyles devaient être là aussi, là-bas. Ça veut dire que quoi? Si on applique le système de décentralisation dynamique, Faure Gnassingbé serait un chef kabyle. Il doit aller rester là-bas. Et on va créer, un État fédéral. Et il doit discuter avec le chef Akbosso, le chef d'Anna, le chef des Gains. Et c'est ensemble qu'ils vont décider. Vous comprenez? Moi, je pense que, à mon humble envie, c'est un système, c'est une lutte très simple si on arrive ça. Écoute, si on va proposer ça même à Faure, il va accepter. D'autant plus que c'est des gens qui aiment le pouvoir. Là, il peut s'éterniser de devenir un chef, parce que le chef en Afrique, s'il ne meurt pas, il n'y a pas un autre chef, non. Donc, il n'y a pas de problème là-bas. Donc, Faure va accepter d'aller à Kara, rester là-bas, vivre paisiblement, vous comprenez? Même pas sans savoir que tellement que ce système est entaché de sang, ils ont peur de quitter le pouvoir, parce que les retombées, les conséquences. Donc, nous devons arriver. C'est là où je ne comprends pas les Togolais, l'élite togolaise. On a des grands sociologues, on a des anthropologues, on a des gens qui ont étudié dans les grandes universités. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs connaissances. Vous voyez? C'est ça qui est. Et quand ils viennent, ils servent le même système et c'est le même barbarisme qui continue. Donc, nous, notre lutte, c'est ça, d'arriver un jour pour qu'on puisse avoir une décentralisation très dynamique qui va permettre à chaque peuple d'être autonome et qu'on puisse s'échanger entre nous et qu'on crée un État fédéral. Je pense que c'est le meilleur système en Afrique, d'autant plus que en Afrique, il y a plusieurs peuples dans tous les pays et on aura moins de problèmes. On ne parlera plus des prisonniers politiques, on ne parlera plus de l'opposition comme ça, mais on va s'entendre et on va régenter le système d'attente qui a permis à ce que le monde soit ce monde que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Kossi Oyono Dagbignon. Nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien. Un mot pour vos compatriotes togolais et ceux d'ici et de la diaspora. Bon, si je commence par ceux de la diaspora, je pense on pourrait dire que nous sommes à l'ère des Lumières, parce que aujourd'hui le passé de l'Afrique est exhibé, et nous avons des grands penseurs qui thématisent ce que nous fûmes.
Et aujourd'hui, on essaie de l'actualiser dans notre vie, vous comprenez? Et tout ceci concourt à lutter contre l'impérialisme. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, c'est l'impérialisme qui continue. Après les indépendances, on n'a jamais été indépendant. Pourquoi continuons à utiliser des armes qui ont détruit l'Afrique? Voilà. Donc la diaspora, je pense que la diaspora aujourd'hui, elle est très puissante. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est pourquoi je suis passé aussi ici pour dire aux journalistes, souvent qui tirent sur nous là, qu'ils doivent arrêter. Parce que le travail de la diaspora aujourd'hui, c'est quoi? La diaspora devait devenir des structures qui vont financer le développement de l'Afrique et éviter à ce que nos États ou bien les Africains continuent à quémander auprès de nos ennemis, auprès de ceux qui nous détruisent, vous comprenez? Ouais, donc on doit suppléer, on doit changer la donne. Aujourd'hui, il faut arrêter certaines choses, quoi, parce que la diaspora, aujourd'hui, elle est bonne, elle a une force, vous comprenez? Donc c'est la diaspora qui doit commencer maintenant à aider, à faire les actions humanitaires que les fausses structures viennent faire ici dans l'idée de piller toujours le continent africain. Vous voyez, pourquoi pas la diaspora ne peut pas s'organiser pour avoir des compagnies, des compagnies par exemple, nous crions que Bolloré nous dérange, mais la diaspora, si on est bien organisé, on peut créer une compagnie qui gère nos ports, vous comprenez, tout ça là. Donc pour les citoyens togolais, moi je pense que il y a beaucoup de choses à faire. C'est que nous devons nous redécouvrir d'abord. C'est ça. Donc, on a grandi dans un système impérialiste qui nous a désorientés beaucoup. C'est ça qui fait que l'Africain aujourd'hui ne valent rien. Vous comprenez? Sur la table des négociations, des discussions, on veut avoir qu'est-ce que tu apportes de façon originale. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aux Africains, par exemple, d'aller parler de Socrate, d'aller parler de Thalès, on doit parler de nous, vous comprenez, et de nos grands-parents qui ont construit des pyramides, vous comprenez. Donc, le système est là. Je pense qu'on doit faire attention parce que aujourd'hui, ce qui peut encore nous sauver, c'est les garants de nos us et coutumes, vous comprenez. Mais on a constaté que même à ce niveau, il y a une influence de l'impérialisme. Vous comprenez? Mais on doit tout faire. Parce que la connaissance de l'Afrique aujourd'hui ne se trouve pas en ville. Ça se trouve dans nos hameaux et dans nos villages. C'est là où il faut sauver. Vous comprenez? Parce que le mouvement aujourd'hui vient de la diaspora africaine qui a plus de moyens de s'éduquer ou bien de se redécouvrir. Et que par les réseaux sociaux, nous envoyons, nous dispatchons vite les informations, tout ça là, vous comprenez. Donc, ça va partir, alors que dans nos hameaux et dans nos villages, cette connaissance africaine est encore, même si c'est entaché, mais je pense que, comme on le dit souvent, si petit que soit une forêt, on trouvera toujours une fille pour attacher un homme. Donc nous devons retourner à la source, et à la source africaine même, pour pouvoir faire face à ce monde. Alors, je pense que vous avez vu des images hier. Des images hier, on a vu le gars qui mangeait un cure-dent. Juste ça. Qui a opéré un changement, ce n'est pas. Donc l'Afrique est dans l'action. C'est très fort. L'Afrique est dans l'action, moi je suis sûr, parce que tout ce mouvement panafricain, c'est ça. C'est le retour à la source. Merci beaucoup, monsieur Kossi Oyono d'Agbignon. Je rappelle que vous êtes l'ex-président de la communauté togolaise en Suisse et également président fondateur de l'ONG CADDD. Merci d'être passé dans l'émission L'autre journal et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli pour partager cette petite expérience qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci fidèles de l'autre journal et on va nous retrouver la semaine prochaine.